Carnet d'art sur le bateau Annecy Off pour la troisième et dernière partie de cette soirée du mercredi. Et ça commence maintenant. Nous recevons sur ce troisième plateau Jack and the Giant Bean. Je parle super mal anglais, je suis désolé. Mais donc Kevin et Étienne et Marlon qui arrivent. Bah, parfait. Voilà, on avait tout timing. C'était prévu ça. Kevin, Marlon et Étienne. On va parler de vous évidemment et du concert que vous venez de faire. Mais avant, c'est l'avis des chroniqueurs. Ça s'est bien passé là pour vous cette soirée? Ah oui, tout à fait. Ouais. Pour l'instant, tout se passe bien. Ok. Donc, c'est le moment où ils donnent leur avis sur vous. C'est le moment de accordez-vous. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire, Arnaud? Tu veux commencer? Ah oui, bah écoutez messieurs, je me suis éclaté autant que vous vous êtes éclatés. J'ai vu une baguette qui s'est cassée, j'ai vu... Ah ouais? Je l'ai vu dans mes yeux, vu. Je l'ai pas vu. Mais c'est bien pour l'émission. Bizarre. Ouais. C'est romancé. J'ai vu des sourires, j'ai vu du groove. J'ai adoré, c'est rythmé, c'est super divers. On entend à la fois du rock, du blues énormément, du folk. On sent des influences diverses, à la fois John Butler Trio. Je sais pas si c'est les vôtres, mais c'est ce que j'ai pu entendre. C'est les siennes en tout cas. C'est les bonnes sur le folk. Même des fois on frise avec des influences jazz, mais toujours un blues qu'il porte. Et puis la contrebasse électrique, on sent qu'il y a une rythmique qui est là pour caler le groupe et qui distille tout cet arrière-plan blues dans votre musique. Et énorme. Merci. Moi, je suis d'accord, c'est avec la contrebasse électrique, c'est la classe quand même. Un grand truc, tac, ça envoie. Puis ouais, l'ambiance, moi je trouve que vous avez bien mis l'ambiance. Et oui, pour les références, moi je sais pas si c'est une bonne référence, mais le son de la voix de Kevin, ça faisait penser un peu à Patrice, le chanteur. Patrice, ouais. C'est vrai que c'est pas non plus dégueulasse hein, comme Oh, référence. non, parce que je l'ai pas encore eu, donc on peut valider. Ouais. Voilà, c'est une nouvelle dans le ça. CV. Ça fait plaisir d'avoir souvent on me dit Tracy Chapman. Ouais, très chaud. Vous allez être que gentil là ce soir ou... Bah ouais, on aurait bien voulu être méchant, mais en fait on a bien aimé la musique. J'ai cherché. Dommage. Écoute, ce soir c'est pas dur de s'accorder parce que moi aussi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous écouter et vraiment j'ai ressenti un truc avec le public. Votre groove il est top, on ressent vraiment le blues, il y a un vrai rythme. C'était très Les gens ont plaisant. dansé Ouais. Oui, c'est vrai. sur le bateau. Félicitations parce que vraiment il y avait une bonne ambiance quoi, c'était super. On est tous d'accord. Et sur un live comme ça c'est génial. C'est tout, pas d'autre avis? Bon, disons que c'était un gentil accordez-vous. Alors, première question de notre mélomane. D'habitude, il est adepte du jazz, mais ce soir de vous, Arnaud. Alors, Kevin, j'ai entendu dire que vous avez joué à Melbourne, à Sydney, à New York, à Los Angeles, en solo, et maintenant vous arrivez en trio. Alors déjà, qu'est-ce que ça fait d'avoir voyagé? Comment vous avez monté ce groupe? Pourquoi? Et enfin, qu'est-ce que ça fait de passer du solo au trio? Ce que ça fait de jouer à l'étranger, ça permet surtout d'être moins timide par rapport au fait qu'on chante en anglais, c'est pas ma langue. Et jouer à l'étranger, surtout à Melbourne, aux États-Unis, en anglais, chanter en anglais dans un pays anglophone, c'est un peu l'épreuve parce que ça ne pardonne pas forcément. Ici, je peux chanter n'importe quoi. Il y a très peu de on a rien compris, nous. Voilà, ouais. Ça s'entend. D'ailleurs, si on faisait un test de quoi parle la première chanson, personne ne sait. Non. Voilà. Mais c'était aussi, j'avais besoin de voyager, je ne savais pas trop ce que je voulais faire dans la vie, j'étais en transition entre mon travail et puis la musique. Et je me suis dit, il faut que je voyage, j'avais besoin d'améliorer ma technique à la guitare, surtout tout ce qui était blues, etc. Et puis je voulais vraiment confronter la culture anglo-saxonne aux États-Unis. Je suis allé en Australie, et c'était pas vraiment par choix, par un hasard on va dire, mais c'était... C'est dommage d'être obligé d'aller en Australie. Ouais, c'est dommage. J'étais obligée d'aller en Australie. Voilà. Trop dommage. Mais en gros, voilà, pourquoi un trio? Parce que quand on a une idée sonore, une idée d'une musique, d'un son,
on imagine dans sa globalité et je me rendais compte que tout seul, j'étais arrivé à ma limite. J'étais arrivé à quelque chose que je ne pouvais plus faire tout seul, il me fallait d'autres personnes qui m'accompagnent et qui jouent avec moi. Et puis aussi pour porter un projet tout seul, c'est très difficile à 3, normalement le travail est divisé par 3. On a un soutien, c'est mieux. Enfin, moi en tout cas, j'ai beaucoup joué tout seul et maintenant j'ai plus du tout envie de... La rencontre s'est passée comment, Étienne? On s'est rencontrés, je crois, dans les soirées Buff qui ont toujours lieu dans un des bars d'Annecy, quoi. Et puis sur différentes scènes, quoi. On a dû aussi partager les mêmes scènes. Enfin voilà, quoi. Je crois que c'est sur un Buff que quelqu'un d'extérieur nous a mis en relation, en fait. Ça a marché. Oui. Mais comme ça ou vraiment un bon travail? Bah, ça a pris du temps parce que en fait, moi j'étais déjà sur plusieurs projets. Donc je lui avais dit dans un premier temps que je ne pouvais pas venir avec lui, tout simplement. Et par la suite... Je l'ai convaincu. Ah ouais, grâce à la musique. Grâce à un gros chèque. Ça c'est bien. Ah bon? Il n'est pas au courant. Dans le micro. Et le nom du groupe, il vient d'où? Alors là, c'est assez drôle. Quand j'ai joué beaucoup dans la rue en Australie, et je jouais dans une petite ville qui est en face de Sydney qui s'appelle Manly. Et à chaque fois que je jouais Hit the Road Jack, je faisais les grands standards pour que les gens mettent des pièces. Je jouais beaucoup du Ray Charles, Hit the Road Jack. Il y avait une nana qui avait à peu près 50 ans, qui était complètement droguée et qui venait tout le temps me voir. À ce moment-là, elle pensait que je m'appelais Jack parce que du coup, Jack, elle me parlait comme ça, Jack. Et du coup, pour elle, je m'appelais Jack. À chaque fois qu'elle me voyait, c'était Jack. Du coup, je sais pas pourquoi. En rentrant en France, j'ai fait ma première scène au brise-glace et ils m'ont demandé un nom de groupe. J'étais tout seul, j'avais ma guitare, j'avais une valise avec un pied de grosse caisse où je tapais dessus comme ça. Et puis je sais pas comment je m'appelais, et puis je sais pas pourquoi Jack est venu. Et après j'ai dit And the Giant Bean, haricot géant en anglais, et puis je l'ai gardé. Oui, est-ce que vous pouvez nous parler, si ce n'est de vos influences, mais en tout cas de ce que vous recherchez comme effet, notamment avec le public? C'est vraiment ce que j'ai ressenti là dans le concert ce soir sur le Cygne. Comment ça se passe l'interaction avec le public? Est-ce que vous recherchez un effet particulier ou vous jouez vraiment pour vous et si ça plaît, tant mieux? Moi, je pense qu'on joue vraiment pour nous. Après, il ne faut pas se leurrer, il y a un public devant. Je suis quelqu'un de très réservé. J'ai beaucoup joué tout seul et c'était vraiment très, très triste ce que je jouais. Il n'y avait pas beaucoup de communication avec le public. Le fait d'avoir Étienne et Marlon, qui sont très communicatifs, ça m'a permis aussi moi de m'ouvrir et de me libérer dans ma musique. Et le fait qu'on soit libéré et qu'on fait ce qu'on aime, c'est communicatif. Et les gens le ressentent tout de suite et sans se forcer, sans faire de blabla, sans raconter de grandes histoires, sans faire des « vous êtes là, ouais, bababab », etc. On n'a pas besoin de... Enfin, moi, j'aime pas faire ce genre de truc. C'est le meilleur moyen de créer une cohésion du groupe, je pense, parce que si j'avais porté ma musique brute en disant « vous jouez ça et ça », il y a moi et le groupe, ce qui n'est pas intéressant, mais le fait d'incorporer Marlon et Étienne dans les arrangements, qu'ils aient leurs idées et que souvent les morceaux changent, ils s'approprient aussi plus mon univers, parce que c'est vrai que c'est pas leur univers à la base. Et moi, ils voulaient un groupe vraiment soudé et cohérent. Je voulais pas un groupe, moi, leader, et puis les autres, je peux les changer quand je veux. D'ailleurs, Clara parlait tout à l'heure de l'envie de jouer, d'abord jouer pour vous. Moi, je trouve que je l'ai ressenti aussi avec Étienne derrière la batterie. On sentait que vous faisiez vraiment plaisir en fait. Que ça tapait fort. C'était pas pour faire du bruit, c'était vraiment parce que les gens en plus arrivaient sur la scène et commençaient à bouger. Et comment vous pouvez définir un peu la pulsion qui vient? Vous le sentez comme ça ou faut faire du bruit? Réponse 1. Non, ben ouais, moi je me marre bien sur l'instrument, c'est clair. C'est sûr que je fais en fonction du volume sonore. Alors ce soir c'était un peu particulier. Pour la fois sur un bateau, j'ai entendu en plus. Non, moi j'avais déjà joué sur un bateau. Ah, vous avez menti? Ouais. Oui, donc jamais joué sur un bateau. Oui, d'accord. Ouais. 2 sur 3, la majorité l'emporte. Voilà. On devrait faire une chronique comme ça, mauvaise foi. Non mais je vais toujours dans le même sens que mes frangins. Juste une dernière question rapide, c'est l'instrument que vous avez pris
j'ai pas le nom en tête, je suis pas mélomane, vous aviez la guitare, c'est Le lap steel. Voilà, c'est ça, le lap steel. C'est quoi en fait? Parce que c'est une guitare qui est entièrement électrique. Il faut imaginer une guitare électrique tout simplement. Et puis on a relevé les cordes de cette hauteur-là, je sais pas, 80 cm, ouais. 80 cm. Non, ouais, au moins. Donc en fait, je joue comme ça. Ah, c'est pour ça le chèque. Ah ouais, 80. Ouais, c'est une guitare électrique qui a les cordes qui est très très loin du manche pour pouvoir jouer en ce qu'on appelle en slide. On a une barre en fer qu'on fait glisser le long du manche et la guitare est accordée spécialement pour qu'on puisse vraiment des sonorités blues, mais à la base c'est une guitare de type hawaïenne. Ça vient vraiment d'Hawaï. La musique traditionnelle de là-bas est jouée dans ce style-là, puis après c'était repris par les bluesmen aux États-Unis et puis la country aussi qui a repris ce genre de truc. Et puis après, moi je l'ai repris aussi. Et pour finir, tout à l'heure, tu parlais de ton univers en disant que vous le construisiez tous ensemble, mais mine de rien que tu en étais la source, tu écris les textes. Et tu disais aussi qu'au début, tu avais beaucoup de tristesse dans ce que tu faisais. Aujourd'hui, comment il est ton univers en quelques mots qui seraient un peu clés? Il est compliqué. Ouais. C'est une question compliquée, c'est dur de se résumer, mais ma réponse est compliquée. Faut essayer. Il est giant l'univers. Je pourrais pas vraiment dire parce que on arrive maintenant même sur des mélodies qui sont joyeuses, mais avec des textes assez tristes quand même. J'écris rarement sur les choses quand tout va bien, ça m'inspire pas trop. Les histoires d'amour qui marchent, ça m'inspire pas trop non plus. J'ai plus de facilité à écrire dans les choses qui me dérangent, qui me peinent. Et souvent, ça me prend beaucoup de temps. J'écris souvent sur des choses qui me sont arrivées il y a 2 ans en arrière. J'ai du mal à écrire sur l'instant les choses qui me font mal. Donc c'est souvent une bonne compo, elle me met 2 ans à arriver parce qu'il me faut une histoire triste. Et puis il me faut 2 ans ou 1 an pour la digérer, pour pouvoir vraiment la synthétiser. C'est vraiment 90%, c'est vrai que c'est des histoires d'amour tristes. J'écris pas sur la politique, sur la société, parce que c'est des domaines qui me dépassent et qui me sont impersonnels, c'est-à-dire que j'ai aucun contrôle là-dessus. Moi, ce que je peux contrôler, c'est ma vie et mes histoires et ce que je ressens, et c'est la chose dont je peux parler le mieux avec le plus de sincérité, c'est ce qui m'est arrivé, pas le crash boursier ou des choses comme ça, tout le monde est méchant, tout le monde est gentil, lui il est... Enfin, je peux pas écrire sur ce genre de choses, ça m'inspire pas et ça ne parle pas parce que c'est pas moi, c'est pas mon histoire. Et les 2 acolytes, comment on intègre cet univers du coup? Parce qu'on est... Vous êtes triste aussi? J'apprends l'anglais petit à petit. Non, oui, j'adhère. En fait, là ce soir, j'apprends aussi des choses petit à petit. C'est bien qu'on discute. Parce que nous, quand on se voit, c'est pour, d'une part, jouer la musique. Voilà, il nous fait part des nouveaux morceaux, des nouveaux projets. Après, on se marre bien. On a, je pense, le même humour. On arrive à rire ensemble. Donc voilà. Après, petit à petit, j'arrive à découvrir aussi tout l'univers de tes morceaux. Et c'est-à-dire que moi, je suis arrivé aussi en deuxième vague. Il y avait un percussionniste qui était avec toi déjà, enfin avec vous deux. C'était Jack and the Giant Bean. Et c'est bon là, je me suis amélioré depuis tout à l'heure. Oui, quand même. on sera tolérant. Avec Kevin, Marlon et Étienne, c'est gentil. Alors maintenant, c'est l'heure de notre chronique de l'infiltré. Ça s'est bien passé aujourd'hui dans le IN? C'était encore génial, on est en plein cœur du festival. Ok, bon, c'est l'infiltré. Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, c'était pas du tout le moment de fléchir. Après 3 jours de projection, de plateau télé ici, de bringues et autres réjouissances, il faut tenir la cadence, hein. C'est pas facile. Le mercredi, on peut dire que c'est vraiment le cœur du festival, comme je disais Antoine. Déjà en termes d'effectifs, ça y est, on est au grand complet. Depuis l'ouverture du marché du film, je vous en ai déjà parlé, hier à l'Imperial Palace, le public a un petit peu changé quand même. Bon, dans les salles, on a toujours les beaux étudiants blondinets graphistes du Danemark dont je vous ai déjà parlé. Mais on a aussi les journalistes aigris, ça change pas, ou les retraités cinéphiles, ça non plus, ça ne change pas. Mais dans la rue, si vous vous promenez et que vous jetez un petit coup d'œil au badge que tout le monde se plaît à afficher toute la journée, et je suis sûre que tout le monde dort avec,
Même toi. Vous verrez, même moi, je dors avec, sinon je le perds. Donc il vaut mieux que je dorme avec. Bon, si vous regardez les badges, les intitulés ont un peu changé. Au lieu de students ou presse, ou même staff pour les bénévoles, on a de nouveaux noms. On a les exhibitors ou professional. Si je prends l'accent, tout ça, ça donne un vrai combo. On a tout le monde. Du coup, l'ambiance a aussi un peu changé sur le festival. La programmation a laissé place à d'autres préoccupations d'un autre ordre. On a des entretiens d'embauche au MIFA pour les jeunes étudiants. On a des soirées VIP, les 25 ans de Pixar, c'était pas trop mal. Mais aussi des conférences plus techniques sur les techniques d'animation et ce genre de choses. Bon, comme mon job à moi, c'est de vous donner une vision globale du IN et que j'ai une conscience professionnelle extrêmement importante. Oui, on le sait. J'ai donné de ma personne, Antoine. Il faut que tu le saches, j'ai donné de ma personne et contre mes principes, mon dégoût des mondanités, je suis quand même allée aux 25 ans de Pixar. Mais rassure-toi, c'était nul. Hein. Le Annecy Off, c'est vraiment mieux. Hein. Le 25 ans de Pixar, non, les 25 ans de Pixar, c'était pourri. Mais bon, les petits fours étaient quand même bons. Le champagne était gratuit. Et le court-métrage était génial. C'était The Blue Umbrella et je crois que je vous en ai déjà touché un mot, c'était vraiment bien. Bon, hier matin, du coup, j'ai arrêté les mondanités et je suis quand même allée voir le dernier film qui est distribué par Disney, mais pas produit par Disney, qui est produit par l'Inde et qui s'appelle Arjun, The Warrior Prince, si on rentre vraiment dans la programmation. Donc c'est un long métrage qui raconte l'épopée d'une famille royale pour accéder au trône. C'est issu vraiment des contes et traditions indiennes, donc c'est un peu déconcertant pour les occidentaux que nous sommes, mais l'animation en 3D mais sans relief est vraiment belle. Par contre, il y a quelques passages violents qui me feraient dire que si c'est largement diffusé en France, méfiez-vous avec vos enfants quand même. Bon, pour en revenir à cette idée qu'on est dans le cœur du festival, il faut que je vous raconte la séance d'hier après-midi qui a été elle aussi organisée par Disney. C'est une chronique Disney aujourd'hui. Oui. C'était une séance qui était très prisée, il n'y avait pas beaucoup de place et sur le programme, c'était expliqué que Disney, donc le studio, avait retrouvé un des premiers courts-métrages faits avec Mickey Mouse qui datait de 1928. On ne connaissait pas. Voilà, on a coutume de dire que c'est Steamboat Willie le premier, et là, il datait de 1928, il était complètement inconnu et on l'aurait retrouvé dans une collection privée. Et vous le montrez ? Justement, on devait nous le montrer de façon complètement inédite, en avant-première mondiale, et là, ils avaient sorti l'artillerie lourde, il y avait une productrice, la réalisatrice du film qui s'était occupée de la restauration. Ah oui, voilà, de la restauration, mais attends, c'est pas fini, et aussi un énorme animateur, enfin énorme, dans tous les sens du terme. Énorme et vraiment incroyable parce que c'était aussi le réalisateur de Pocahontas, il a travaillé sur Le Roi Lion, sur les Looney Tunes, c'était vraiment un grand monsieur, il s'appelle Eric Goldberg et dès qu'il est rentré dans la salle, ça a été une standing ovation absolument incroyable. Mais bon, cette séance, c'était pas seulement un événement, c'était aussi une surprise organisée par Disney Pixar. Enfin, par Disney, pas par Pixar pour le coup. En effet, ils ont retrouvé des planches, ils n'ont pas retrouvé le film en entier. Et donc du coup, ils ont réalisé un nouveau film avec un court-métrage, donc, avec Mickey Mouse, mais dans sa tradition la plus pure. Donc on nous a montré comment Mickey avait évolué et tout ça, et on nous a donné à voir un nouveau court-métrage qui est une synthétisation de tout ce qu'est Disney. Il y a à la fois le Mickey des débuts, avec son ancien design, et à la fois de la 3D. Alors pendant tout le début de la projection, l'illusion tient, on a l'impression que c'est un film de 1928, et à la fin on est complètement surpris. Comme dans La Rose pourpre du Caire de Woody Allen, Mickey Mouse sort de l'écran, arrive dans une salle, et avec la 3D ça fonctionne très bien. Du coup, il y a tout, il y a la modernité, le classicisme, il y a la réflexivité, c'était vraiment une séance incroyable. Disney, magique. Mais ce qui fait qu'elle était incroyable cette séance, franchement, c'était l'ambiance dans la salle, le public. Tout le monde s'est levé, a applaudi. Ils ont passé le court-métrage 2 fois, ce que j'ai jamais vu. Et comme il y a eu une petite conférence, parce que c'est un court-métrage qui fait moins de 10 minutes, on nous a expliqué comment ils avaient fait le film et tout ça. C'était vraiment, vraiment incroyable. Franchement, ça m'a réconciliée avec Disney, qui est plutôt très manichéen, tout ça. C'est pas trop ma tasse de thé, c'est souvent gentil. Mais là, c'était très, très intéressant et plutôt intelligent. Donc décidément, ce festival cette année n'a pas fini de nous surprendre et je vous en reparlerai encore demain. Merci. C'était l'infiltré. Nous recevons les derniers invités de la soirée et ce soir, nous allons parler BD.
merci d'être ici parmi nous. Donc vous êtes en face en fait à Bonlieu. On s'est dit c'est super le Bonlieu, tous les ans il y a plein de monde qui passe et tout, et là bim il est en travaux donc pour l'année prochaine. Non mais du coup il y a quand même pas mal de monde qui passe et ça crée une ambiance assez intime. On a un rapport. privilégié. On a franchement, on a 2-3 coups pour ce soir qui sont assez garantis. Non mais l'intimité comme ça, carrément. Ouais, d'accord, je suis pas con. Alors Kylian, trop qu'on tarde. Oui, on va se dépêcher. Kylian, vas-y. Oui, alors moi j'aurais une question. Comment vous arrangez la BD et l'animation en fait? Parce que quel est le lien entre l'animation et la BD? C'est évident, mais en fait, comment expliquer la transformation d'une planche à l'animation? Pour le coup, nous on travaille en mode studio, un peu comme les Japs ou comme l'école de Marcinelle. Les Japonais. Les Japonais, ou comme l'école de Marcinelle et tout ça, à la grande époque du franco-belge. Donc on travaille tous les trois. Par exemple, Mick et moi, on fait le dessin, Yves fait le storyboard. Et je dirige un petit peu l'écriture, on écrit un peu tous les trois, mais bref, on fonctionne un peu en studio comme on fonctionnait dans l'anime. Donc c'est juste qu'on applique des méthodes d'animation, mais c'est aussi ces méthodes qui étaient propres au manga et tout à l'époque. Bref, enfin des méthodes de studio quoi. Moi j'ai pas compris la question. Si, mais en fait la passerelle entre l'animation et la bande dessinée. Ouais, on sert de ce qu'il y a d'un... Enfin, comme on vient tous les trois de l'animation, on a une expérience dans les studios d'animation et tout, mais souvent dans les studios d'animation, les projets, c'est des projets qui existent déjà. Je sais pas, moi j'ai travaillé sur les Dalton par exemple, c'est une charte graphique qui existe déjà, c'est pas très créatif, c'est pas très intéressant. Nous sur la SMAN, on a un projet qui est hyper créatif, donc on prend la méthode du studio de dessin animé et on l'applique à la BD. On travaille à 3, on produit. La semaine en 2 volumes, 2 saisons, c'est ça? Voilà. En fait, on part sur une douzaine de volumes, quoi. On part sur un gros shonen en blanc manga, voilà, donc avec 200 pages, il faut rendre 20 planches par semaine. On se met un peu des rythmes, un rythme de travail un peu à la Jap. Et puis japonaise. Japonaise, c'est bon. Les Japs ils s'en foutent de toute façon, ils s'en branlent de la question BD, de la BD. Ils s'en foutent complètement. Voilà, on essaie de sauver les meubles. Vous appliquez la lecture japonaise droite à gauche dans la semaine? Mais non, on est français. C'est pas complètement de Jap alors. Ah ouais, non, mais voilà, c'est juste les méthodes, mais on est français donc on lit de. Non, à la base on s'en inspire parce que forcément on a grandi à coup de Dragon Ball et compagnie. Il y a des influences un peu Dragon Ball, Naruto aussi, le côté un peu combat, les arènes. Dragon Ball. Dragon Ball. On a tout pris. On a regardé qu'est-ce qui se vendait le mieux. On a regardé le marché en fait. C'est comme ça qu'on fait le scénario. On regarde qu'est-ce qui marche. C'est du combat, un peu de nichon. Alors il y a quelques scènes un peu vraiment poussées sexe. Ouais. Même, je crois que la mère un peu bizarre en fait, dans l'action, c'est pas trop. Elle se cherche un peu. Mais en gros, non mais c'est vrai qu'il y a un petit peu de sexy, parce qu'en fait, vu que c'est destiné pour à peu près un public un peu 10-12 ans, vu que là aujourd'hui, à partir de 7 ans, ils sont tous sur YouPorn, ils bouffent tous du porno. Tous vu une double pénétration en allemand. Voilà, donc voilà, ils ont tous machin. On leur dit, franchement, si on leur met pas un petit bout de nichon, les gamins, ils vont prendre le bouquin, ils vont le jeter. En fait, vous avez montré nichon pour les gosses. Ça, c'est bien. Mais vraiment, ça, c'est pédagogique. Juste pour que le gamin il ouvre, il dit il y a un peu de fesses, c'est bon, je vais l'acheter. Parce qu'avant, c'était pour faire plaisir aux Belges de 50 ans qui achetaient les deux premières. Au début, ça commence soft et tout. Pour que les parents ils achètent. Oui, en parlant nichon, il y a un making of qui circule sur le net avec des gros nichons. Je crois alors en fait, c'est pas des gros nichons, c'est très réducteur. Nous on appelle ça grosse poitrine naturelle. C'est pas pareil. Et puis c'est surtout une amie. Oui, c'est une amie, qui s'appelle Hitomi Tanaka et qui est une actrice porno japonaise qu'on a contactée, qui a accepté de faire le voyage pour nous aider à tourner un faux making of parce que on l'a fait passer pour une sorte de super nanny qui vient nous aider à faire du manga alors que nous on sait pas faire du manga. C'est à peu près ça. Et donc elle vient nous coacher. En fait, on a juste essayé de trouver un truc pour faire payer le voyage à l'éditeur pour qu'on puisse rencontrer une de nos idoles et devenir pote avec. À l'âge de 8 ans, c'est ça? Bien marché. De quoi? Ah oui, bah voilà. Non, mais après c'est ça. Je pense qu'il faut vraiment sensibiliser la jeunesse parce que non mais d'une certaine manière mais c'est bête parce que
ils sont tous les jours face à une quantité de porno énorme, qui est toujours le même, une espèce de porno mainstream. Il faut revenir à des vraies valeurs qui étaient de retrouver la chair, le naturel. Ouais, la chair, le naturel, toutes ces choses-là. Et c'est important de montrer ça à notre jeunesse. C'est porno ou c'est érotique votre BD? Est-ce que vous pouvez Non, définir? ça n'a rien à voir avec tout ça. Petites scènes érotiques. Messieurs de Carrefour, Auchan, prenez notre BD. Non, il n'y a rien de tout ça. On est parti sur une fausse piste. Voilà, c'est ça. À part les nichons, en fait, votre projet, parce que vous parlez de. Si on prenez les pitch, combats, voilà, un petit pitch. On est au champ, vous voulez nous vendre comment? C'est un petit gamin, il a 9-10 ans, Ouais. il est avec sa maman, il vit tout Adrien, seul. Adrien, exactement. Et il vit avec sa maman. Et dans un monde un peu fantasy, enfin une sorte un peu moyenâgeux, bref. Ouais. Et il y a un grand tournoi, et lui il rêve de participer à ce tournoi, un grand combattant. Et il faut être en équipe. Son coéquipier lui fait faux bond. Et il se retrouve sans coéquipier. Tout d'un coup, un mec venu de nulle part arrive, Richard Aldana, une espèce de mec des années 80, une espèce de Ken le survivant, je sais pas quoi, qui débarque. Et lui, il lui faut un coéquipier parce que lui, il veut la coupe, il veut remporter la thune. Et donc, il se retrouve avec ce gamin, il dit ok, on fait équipe ensemble, et ce gamin va faire équipe avec ce mec-là. Donc, il faut imaginer après tout ce qui va en découler. Leurs aventures. Comment ça va se passer avec la tournoi. mer. Ouais, il y a un petit truc avec la mer. Exactement, donc c'est un peu, on part sur les bases d'un shonen classique. Mais après, très vite, on va vriller et on va amener autre chose parce que ce personnage, Richard Aldana, le grand combattant, amène une autre vision un peu plus, un peu plus européenne latine sur tout cet univers très cadré, tournoi, baston. Ce qui est énorme, tout à l'heure, je parlais avec vous pendant le concert et je vous entendais parler. Vous disiez quand tel personnage aura grandi, quand il aura 11 ans ou 15 ans, vous vivez vraiment la BD, oui. On voit que c'est un vrai partage et que... En fait, c'est simple, c'est que nos personnages vont évoluer. C'est ça l'avantage du shonen, de la série, c'est qu'on peut prendre des personnages, faire des bonds dans le temps, les faire évoluer. Et à chaque fois, il est toujours en train de se dire « Ah tiens, quand ce personnage est là, il fera ça avec tel personnage dans le futur » et on construit l'histoire comme ça. Ouais, puis la vie des personnages va évoluer au fur et à mesure que notre vie privée va disparaître. Exactement. En fait, c'est énormément de travail. Beaucoup de travail, une planche, combien de temps une planche? Vous disiez que vous aviez un rythme de ouf. Ouais, on essaie de faire 20 pages par semaine. Ouais. Un chapitre, en fait, c'est des chapitres de 20 pages, donc on essaie d'en faire un par semaine. On arrive à tenir au début un petit peu, à la fin un petit peu dur sur la fin. Et qui fait quoi du coup? Comment vous partagez la tâche? Vas-y. Donc Bastien, en fait, apporte la trame, l'histoire. Après on en discute et moi je fais ce qu'on appelle le storyboard, donc je mets en page l'histoire de Bastien. Et puis après ça repart à Bastien et Mickaël qui après se partagent l'album 50-50 et ils dessinent tout. Et, voilà. Et moi après je me barre. C'est lui qui a la plus grande vie privée. Lui il s'éclate à fond, il est super amoureux, machin, il a ce truc et tout. C'est finir en couple. Mais c'est un nouveau modèle parce que très longtemps on a gardé les auteurs, faisaient leur BD tout seuls et tout ça machin, parce qu'à l'avant c'était en studio et là on retrouve un petit peu cette BD studio pour pouvoir faire beaucoup plus de planches, aller beaucoup plus vite. Et là, on a un tome de 200 pages qui sort tous les 3-4 mois, qui est presque le rythme japonais. Ce qui fait que on n'a plus à attendre 1 an et demi avant d'avoir la suite, et ce qui pouvait vraiment lasser les lecteurs de BD. Et ça marche? Quel retour on a sur votre Ouais, ça c'est chouette. En plus, on a une prépub sur Internet. Là, on a déjà fait 150 000 lectures et tout ça. Donc, il y a vraiment des gens qui suivent et tout ça. Et puis là, on a fait 4 heures de dédicaces. Les gens achètent, sont curieux et ils sont surtout contents et impatients de voir la suite et ils savent que ça va arriver très vite, donc on les nourrit Et puis surtout, je me permets d'insister, on a une maison d'édition qui est hyper chaud sur tout ce qu'on fait. Là, qu'on leur propose des trucs qui sont chauds. Ouais, Casterman. Mais non, mais c'est hallucinant quoi. Si demain on veut une préface de Jean-Marie Le Pen, ils le font. Tu vas pas avoir une préface de Jean-Marie Le Pen, ça va. Ouais, ça va. C'est une idée lancée là demain. Ils sont hyper à suivre. En gros, en fait, on dit que des conneries et en fait, non, mais en fait, on dit plein de bêtises et comme cette actrice de porno japonais qu'ils ont fait venir, ils ont payé le billet d'avion et compagnie pour la faire venir, c'est eux qui l'ont fait venir. Et ben c'est parti sur un coin de table où on dit ah bah tiens ce serait cool, c'est on ferait ça. C'est parti sur un coin de table. Un coin de table, comment ça se dit ouais bon. Ouais, c'est parti sur un coin de table. Voilà, on était bourrés. On était comme ça. Et vous avez des idées les gars pour la promo? Alors ouais. Japonaise. Et là les mecs ont fait Banco, avec une grosse poitrine naturelle. Exactement. Bon après ça a été un peu dur à passer avec la compta, direction, la compta. Mais c'est passé. 105 B. Non,
Ah mais voilà, c'est exactement ça. Kylian, t'es prêt? Parce que prêt. là, c'est l'heure de ta chronique Ouais. toucher coulé, ça vous concerne. Allez, C'est ça. C'est parti. Petit Donc, quiz de la soirée, Kylian, vas-y. Donc, avec les membres de BD Fugue, vous êtes un collab sur la BD. Vous êtes des pros. Allez, on va essayer. On va vérifier alors. Qui est le créateur de X-Men? Ah bah c'est Stan Lee. C'est ça. En fait, j'ai même pas, j'avais des propositions, mais je crois que je vais pas vous les faire. Non, C'est trop c'est pas la facile, peine. sinon on va aller C'est plus easy simple. win, easy money. Comment s'appelle le meilleur ami de Petit Spirou? Vertignas. Bingo. Ah, bien joué. Parce que le but, en fait, moi, le but c'est de vous couler, mais là, je pense que je vais pas réussir, donc on va faire. Vas-y, on va voir. Allez, courage. Dans Kylian. l'Enfeuse de 3. Ah ouais, ça, tu vas nous baiser. Ah, je vous donne des propositions, Allez, ça c'est allez, plus simple. Comment fait-on avancer les pétors? En riant, en sifflant ou en chantant? Je crois que c'était en pétant, pétant. en En pétant. pétant. Connaissant C'est en Christophe, pétant. Moi aussi, je Ouais, sais. en C'est buvant en du chantant. vin. En buvant du vin. Ah ouais, coulé, yes, j'ai un coulé pour ce soir, ça je Ouais, pourrais ouais. le dire demain, parce que je fais une rétrospective. Faut que Ok. je cumule les coulées. Putain, en chantant. Ouais. Ok. C'est décevant. hein. Ouais, bah ouais. Ouais, genre En pétant, c'est plus marrant, Mais Non, ouais, parce avec des gros seins. qu'Arleston, il est à fond Ouais, là-dedans. Arleston, Je vois pas pourquoi il est à fond dans les proutes, quoi. Il devrait mettre quand même des trucs. Je comprends pas, on chante. Tu peux me demander les 12 chevaliers d'or. On les connaît par On les cœur. Ah, mais c'est par trop facile, non, Ouais. moi je prends mes questions, on va rester là-dessus, Allez, vraiment, c'est trop Demande les facile. 13 chevaliers d'or. Non, après, voilà, on mettra s'ils sont à la rue, on en mettra des touchés, comme ça c'est bien. Quelle figure emblématique du Far West n'est jamais apparue dessinée dans Lucky Luke? Attends. Ouais, Clint Eastwood. Attends. Non. Non, figure Du vrai Far emblématique. West, hein, pas Du du vrai Far West. Alors des indices? Non, il y a Alors, Vas-y, vas-y. Faut choisir entre Calamity Jane, Non. Jesse James, Ah, Doc Holliday ou Wild Bill Hickok. Je suis pas sûr de la prononciation. Je parle pas anglais. Wild Bill Hickok, le dernier. Jesse James. Jesse James, il y est. Ouais, c'est sûr. Fil de Bon, bah, c'est entre les deux derniers. Ouais. Alors je répète les deux derniers, s'il y a un doute, Wild Bill Hickok ou Doc Holliday. Non, Wild Bill Hickok, moi je dirais Doc Holliday. Moi je dirais Jesse James, vas-y. Jesse James, Doc Holliday, Ouais. aucun. Et ben c'est Wild Bill Hickok. Donc deux touchés, yes. Ça c'est bon, ça c'est bon pour moi ça. Dans Akira. Là mieux. Déjà un nom de Jap, on est bon. Allez. Quel numéro porte 28. Non. Non, attends. Bah, je vais même pas finir la question. Allez, merde. Ce sont les Quel mots. numéro porte Mazaru? Masaru. Ah, Masaru. 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 21 ou 24. Attends. 27, 26, 41 ou 28? 27, 28, c'est Akira. On sait rien. 27, c'est Akira. 27. Ouais, c'est pas Akira, c'est Tetsuo. Non, attends. Non, Masaru. 28, Non, non, c'est non. Akira. Oui, 28, Allez. c'est Akira. Moi je dis 27. 27, une fois, deux fois, trois Allez, fois, c'est 27. Allez, bien bien joué. joué. Comment s'appelle le propriétaire de Garfield? Oh, c'est nul, Garfield. c'est Jim Davis. John ou Jon. Ah, John. John, Oh, non, mais Jon. John Tartaman. John Tartaman. C'est bon, là. Ah voilà, vous l'avez là, c'est bon, ça va. Allez, petite dernière. Putain, bien joué, John, putain. Petite dernière pour vous, hein, facile. Quel manga relate l'histoire de Miyamoto Masashi, le plus célèbre samouraï japonais? Miyamoto Musashi. D'accord. Déjà. Alors, Bon, un coulé pour moi, ok, ça marche. Et la réponse, c'est C'est, Baby Cart. Attends, Ah, je vous j'ai fais la appris le proposition. japonais pour accueillir l'actrice en fait. C'est pour ça. Non, Alors, non, vous faites la proposition, parce qu'on va dire que t'as pas répondu. L'habitant de l'infini, Vagabond, Non. Kenshi le Vagabond ou Shogun? Non, l'habitant de l'infini, c'est pas Musashi, c'est pas Miyamoto Musashi, c'est. Attends, c'est quoi, vas-y. L'habitant de l'infini, Non. Vagabond, Kenshi le Vagabond ou Shogun? C'est Vagabond. Vagabond? Ouais. Eh ben c'est ça. Putain. Bien joué les mecs. On voit les mecs c'est des pros quand même. Ah, franchement, là, c'est des bien pros. joué. Félicitations. Bien joué. Là franchement vous êtes touchés. Dans ma rétrospective de demain Ok. vous serez comme ça. C'était touché coulé. Alors, un mot pour la fin parce qu'il faut qu'on finisse. Clara. Eh ben, merci d'être venu. J'espère que ça se passera bien, votre dédicace à Bonlieu, malgré que Bonlieu soit en travaux. Bien que malgré que ça ne se dit pas. Ça fait Les deux fois Japonais. ce soir. Je suis sûre il y aura plein de Japonais. Moi si vous prenez pas trop la grosse tête et que vous laissez toujours votre BD en ligne, je continuerai à la lire parce que je l'ai mis en favori. D'accord, mais est-ce que tu l'achètes quand même?
Ça, c'est Mais non, mais Alors, le c'est journaliste, bon, là, il va demander à l'avoir en SP. Voilà. Arnaud. Bah, super groupe, super sélection et super auteurs. Merci à tous. Ouais, c'était super. Ok, bon bah merci d'avoir accepté cette invitation. Bonne continuation à vous. Ça roule. Bonne soirée Merci à à tout vous. le monde. On se C'était retrouve super de demain. vous recevoir. À demain sur le pont. Thanks. Au revoir. Merci.